copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les vendredis, je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en ce moment pour les sorties DVD et Blu-ray. Avec moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane. Salut Clémence. Julien. Salut Clémence. Et Rafik. Salut Clémence. Alain s'occupe toujours de la technique. Salut Clémence. Salut. Et la Tex s'est occupée de l'habillage sonore. Cette semaine, on s'intéresse à Antebellum, un thriller horrifique, écrit et réalisé par Gérard Bush et Christopher Renz. Vous ne connaissez pas leur nom, c'est normal, c'est leur premier film. En revanche, ça vous parlera peut-être plus si je vous dis qu'il a été produit par Sean McKittrick, qui avait déjà produit Us et Get Out. Antebellum, c'est un thriller horrifique donc qui commence en Louisiane, au sein d'une plantation de coton dirigée par des soldats confédérés. On y suit Eden, une esclave noire qui essaye de survivre dans un contexte de violence terrible, à la fois physique et psychologique. Après le premier tiers du récit, on bascule sur l'histoire de Veronica Henley, célèbre autrice et militante des droits des minorités. Alors je ne vais pas spoiler tout de suite le plot twist, je laisse le soin à mes chroniqueurs de faire ça. Mais il faut quand même préciser que le personnage d'Eden et celui de Veronica sont tous les deux joués par la chanteuse et actrice Janelle Monáe. Au-delà des scènes d'horreur, le film revêt une dimension politique et entend dénoncer le racisme qui gangrène l'Amérique d'aujourd'hui. Oui, mais est-ce que ça fonctionne ? Qu'en pensent nos chroniqueurs ? J'espère que vous avez préparé votre résumé façon pyramide. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Stéphane, tu commences ? Moi j'ai un mot complètement cryptique, c'est village. Voilà. Moi, je sais pourquoi. Ouais. Oui, c'est... Pour ceux qui ont vu le film, c'est... c'est facile. Hein. Je suis désolé, mais je trouve ça un peu facile. Hein. Ouais, d'accord. Vas-y, balance ton mot. Tristesse. Non, je vais dire arnaque. Et moi, le mien, ce sera hashtag walkaway. Hashtag oh là, mais ça, c'est cryptique pour nous. Parce que moi, j'ai vu le film, je comprends rien, là. Ah, moi, je trouve ça plutôt straightforward. D'accord, ok, bon. Tu disais, Stéphane... Village. Oui, mais en fait, je vais pas forcément commencer par ça. En fait, il y a le mot arnaque est très bien choisi aussi. Mine de rien, je me foutais de sa gueule, mais en fait, ça va. J'aurais pu choisir ce mot-là aussi, effectivement. Parce que déjà, tu as pointé du doigt le nom du producteur. Et effectivement, c'est écrit en gros sur l'affiche par le producteur de Us et de Get Out, mais le vrai instigateur de c'est Get Out, on sait bien que c'est Jordan Peele, et Jordan Peele n'a rien à faire dans ce film, voilà, donc de manière détournée, c'est une manière de vendre effectivement dans le genre du black horror. La double arnaque là-dedans, c'est que c'est pas un film d'horreur, ça il faut le préciser aussi. C'est contrairement à ce que... Il est en train de me voler mon mot, quoi. Non, Je rêve, là. Non, et en fait, c'est aussi un film... Mais reste sur Village, enfin. Laisse-moi finir, je vais y venir. Tu vois, si je commence à tout spoiler d'un coup, là, tu vois, ça voilà. Et en gros, la problématique là-dedans, c'est qu'on se retrouve, en fait, avec un film qui, structurellement parlant, est déjà... Complètement con. Alors, qui est complètement con, effectivement, ça c'est une chose, mais en plus, qui, structurellement parlant, ne fonctionne pas du tout sur les promesses de vente. Alors, on pourrait être surpris, on pourrait être apprécié le truc, mais en fait, non, c'est exactement l'inverse. C'est plus ça va, plus ça avance, et plus c'est pire. C'est-à-dire dans le film, quoi. C'est vraiment, en fait, c'est très très douloureux. C'est un film qui fonctionne en 3 parties. Une première partie qui est donc effectivement la partie qui est censée se passer dans le passé, ce que t'en crois en tant que spectateur à ce moment-là. Attention, à partir de maintenant, ça va spoiler. Voilà, et en fait, en gros, c'est quoi, c'est les 20 premières minutes à peu près une première demi-heure qui enchaîne, en fait, si tu veux, les scènes de torture, d'esclavage, etc., où au bout de, on va dire, la 3e, tu fais « Ok, j'ai compris ». Alors non seulement, au-delà du fait que j'ai compris, c'est surtout, ça te fait plus rien. C'est quand même terrible parce que en fait, tu te retrouves avec juste parce qu'il n'y a pas de comment dire même pas, j'ai envie de dire de montée en fait en flèche dans cette violence-là, mais tout simplement le fait que
D'accord, mais tu parles de quoi? Le film parle de quoi? C'est-à-dire, à part montrer ces scènes-là, en fait. C'est une succession d'actes horribles. Voilà, c'est ça. Et donc, ça parle de quoi? Et en fait, d'un seul coup, le film vrille, change d'époque, avec j'ai envie de dire, une éventuelle questionnement, puisqu'en fait, on entend un téléphone portable. Et du coup, la question, c'est est-ce que c'est un téléphone portable qui est intradigétique ou est-ce que c'est dans l'esprit du personnage? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Mais c'est vraiment le seul truc qui te lie le soi-disant passé et le soi-disant présent. Et du coup, tu te retrouves avec une scène qui, pareil, de la même manière, fonctionne en fait pendant une demi-heure à t'enchaîner des scènes où ce personnage de Veronica est black and proud et en fait elle est là et tout, elle comment dire, elle enchaîne les conférences, les passages à la télé pour défendre en fait la cause noire, la communauté noire, on va dire, et elle va dîner avec ses copines, etc. Et c'est pareil, tu te dis putain mais ça va où? Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est-à-dire que t'es vraiment... Enfin, moi, j'étais en train de me dire, mais ça raconte quoi, ce film, quoi? C'est-à-dire que... Parce que ça fait quand même 1 heure que ça a commencé, et j'aimerais savoir, en fait, est-ce que c'est quoi la question? Est-ce que, en fait, en gros, c'est le même personnage, en fait, mais elle vit 2 époques différentes? Est-ce qu'il y a une problématique de temporalité, si tu veux? Elle se retrouve dans 2 temporalités différentes, alors que c'est le même personnage? Est-ce qu'il y a tout un tas de trucs de mindfuck comme ça? T'as des personnages que tu retrouvais dans la première partie, qui apparaissent dans la deuxième partie, dans des plans... qui se voudraient des plans horrifiques avec notamment une petite gamine qui la surveille. T'as un autre personnage pour le coup de Némésis blanche en fait qui était dans le passé qui se retrouve aussi donc dans le présent. Donc tu te dis bon alors ça parle de quoi? Et il y a un tableau chez elle aussi qui montre une femme noire qui est en train de faire la révolution justement à l'époque de la guerre de sécession, qui lui ressemble beaucoup, qui a la même coiffure que le personnage d'Eden dans la première partie du film. Et si t'as pas grillé à ce moment-là ce qui va se passer, tu te dis est-ce que on suggère que c'est son ancêtre, que... Mais là, moi j'étais en train de lâcher le film et c'est là aussi, c'est pour ça que je parlais d'arnaque, c'est que c'est que des promesses qui ne sont pas tenues et qui débouchent sur des trucs qui sont décevants à chaque fois et de plus en plus décevants et de plus en plus insipides, de plus en plus jusqu'au enfin vas-y, tu vas peut-être continuer Stéphane, mais c'est vrai que comme il m'a volé son nom, mon nom, je vais voler le sien jusqu'au twist final où en fait qui est un pompage de Shyamalan mais en plus d'un mauvais Shyamalan qui est le village, où t'as exactement le même twist, sauf que la seule nouveauté c'est que les mecs te la font à l'envers, là, littéralement, tu vois. Et du coup, mais j'ai rarement vu un truc aussi déceptif, du coup, dans sa structure scénaristique, j'entends, que ça, quoi, en dehors de tous les autres problèmes. Mais alors, c'est surtout... pour moi, il n'y avait pas de twist. Ça, le fait que tout se passe dans le présent, non, mais ça, tu le grilles tout de suite. Si tu veux, c'est un autre problème, si tu veux. Et c'est un truc, en plus, qui est aussi lié... quelque part en partie du moins à la subjectivité du spectateur. Moi je veux bien partir du principe que tu ne l'es pas grillé forcément et puis que tu as un moment où tu te dises mais est-ce qu'elle vit dans un entre-deux, est-ce qu'elle est victime de vision, est-ce qu'elle est hantée par son ancêtre, est-ce que c'est une histoire de réincarnation, enfin un tas un bagage fantastique en fait que tu as déjà eu auparavant. Tu peux jouer le jeu, c'est-à-dire qu'effectivement à aucun moment je me suis dit ils sont suffisamment cons ou en tout cas ils nous prennent suffisamment pour des cons pour aller dans cette direction, donc ça doit être autre chose. Et en fait, moi j'ai essayé d'y croire, j'ai essayé et en fait dès le début j'étais non mais c'est ça, c'est évident, et je voyais juste les fils blancs cousus partout. Et quand je me suis dit, mais putain, mais c'est juste ça, quoi. Je veux dire, les mecs, ils ont repris ce pitch éculé d'un film qui ne fonctionnait déjà pas à l'époque. Qui est décrié en plus, parce que c'est vraiment le film qui a permis, qui a mis en place la chute, on va dire, de Shyamalan, en fait, à l'époque. Hein. Pour ça, mais c'est horrible. Sauf que le problème, en fait, là-dedans, c'est que tu te retrouves avec un film qui a une problématique de structure, parce que d'un seul coup, t'as un film qui est très, dans la contrition, dans la souffrance, en fait, dans la première partie, quoi. À un point, moi, où on va tellement là-dedans que moi, en tout cas, je deviens complètement détaché. Une deuxième partie. Sois plus précis, parce que je pense pas que t'aies beaucoup souffert sur le film, vu que l'imagerie qui était proposée dès le début, c'est littéralement, le premier plan, le plan séquence d'ouverture qui fait passer de la vision angélique de la plantation jusqu'à arriver sur les cabanes, jusqu'à arriver sur c'est une femme ou un
un une homme. tentative d'évasion en tout cas. Une tentative d'évasion, voilà, avec un homme qui est en train de se faire, un homme noir en train de se faire battre. Ce plan séquence, sa seule référence visuelle, sincèrement, c'est la mélodie du sud de Walt Disney, quoi. C'est-à-dire que en voulant décrire à la fois le côté faussement idyllique et le côté réellement infernal de cette époque, le mec il se rattache à une imagerie d'Épinal. À aucun moment il y a de la violence et à aucun moment il y a de la souffrance. Alors si, il y a de la violence et de la souffrance, tu peux pas dire qu'il y en a pas, mais le problème en fait, si tu veux, le problème c'est que tu peux te considérer que c'est complètement dénaturé, mais en fait visuellement c'est d'un entre guillemets d'un luxe de pub pour parfum qui est certes, complètement non mais d'accord, mais ça c'est un autre ça c'est un autre souci, mais le truc c'est que c'est vraiment leur vision, on va dire, de cette violence là. Mais il y a la violence, il y en a. Le truc c'est que le problème c'est que t'as une demi-heure comme ça, une demi-heure en fait effectivement de TED Talk, de passage à la télé, de comment j'apprends à ma gamine comment ils font se comporter, etc. C'est ça le film d'horreur. Voilà. Et donc en fait t'as une troisième partie où ça y est, puisque t'es en fait toute cette histoire, t'as compris que ça se passe dans le présent. Encore une fois, par le truchement du téléphone. Cette fois, c'est le téléphone du... comment tu te rends compte que c'est le téléphone du tortionnaire, du raciste, quoi. En plus, enfin, tu vois, il y a un moment donné, il y a un mot comme ça qui est poussé. Il l'appelle sénateur, tu vois, et tu te dis, ah, d'accord. Mais en fait, ça va pas plus loin. Les mecs, ils le traitent pas plus que ça, quoi. T'as envie de dire, mais en fait, vous allez nulle part avec votre truc. Là, d'un seul coup, t'as l'évasion. Elle va s'évader du truc, quoi. Sauf que tu te retrouves dans un espèce de truc de vengeance, on va dire. Et d'un seul coup, le film devient un film d'exploitation, ce qu'il n'était pas du tout jusque-là. Donc, t'es pas du tout prévenu, sans comment dire ça, du fait de la structure et du fait que la structure ne soit pas du tout pensée pour ça, une évolution de personnage qui passerait en fait d'une victime à une une vengeuse, un bourreau, etc., ce que tu veux, etc., etc. Et du coup, tu te retrouves avec des séquences de violence en fait complètement déconnectées, en fait. C'est-à-dire que il y a ce truc où elle enferme cette tortionnaire dans la cabane à feu, quoi, et elle fout le feu. Et tu te dis, ah bon, d'accord, tu vois. Donc en fait, mais moi j'ai pas de problème avec ça dans un blaxploitation. Mais là, en fait, tu te dis, c'est pas du tout avancé, c'est pas un blaxploitation, c'est un truc. Les blaxploitation, c'est les films d'exploitation des années 70, en fait, qui clairement étaient, pro cause noire, où en fait les mecs y allaient à fond en butant les blancs étaient les problèmes de la société, etc. Mais c'était des films clairement. Enfin, le titre est là, avec blaxploitation, c'était des films d'exploitation, c'est des films qui jouaient avec cette violence-là, qui jouaient avec les trucs dans une époque, en plus, moi, quand je considère différente encore, mais surtout qui avait un esprit jouissif, fun. C'est-à-dire que tout ça, c'était amorcé, c'était avancé. C'est-à-dire que c'était une fantaisie pure. Mais parce qu'il y avait une logique que ce film n'a pas. Parce que ce film, comme il bouffe à tout leur atelier, il y avait une logique socio-culturelle de l'époque aussi. De partir sur un truc pour pas l'assumer et tout, bah finalement c'est une espèce de machin informe comme ça, et qui, c'est vrai que quand en fait c'est bizarre parce que moi cette violence, c'est vrai qu'elle est là, hein, c'est indéniable. Mais alors moi, elle ne m'a rien provoqué. Mais alors que dalle, quoi. Elle est totalement désincarnée. Toute la mise en scène, au moins sur cette demi-heure d'ouverture, elle est basiquement, c'est du Alex Garland-like, on va dire. Ce qui, moi, déjà, me pose un gros problème parce que je l'associe complètement à l'imagerie Netflix, ce type de photos. Ah ouais, c'est marrant, c'est la deuxième partie, quoi, pour moi. Avec ce genre de cadrage en fausse symétrie, etc. Bon, bref, tu retrouves ça tout le temps dans le film. Il y a une séquence assez rapidement où on amène à l'esclavagiste un groupe de jeunes filles donc, qui viennent d'être vendues et que la maîtresse de maison passe en revue. Les nanas, c'est des esclaves, quoi. T'as l'impression qu'elles sortent du cours Florent, quoi. Elles ont un teint de peau absolument merveilleux. Enfin, limite, les cils ont été refaits. Oui, mais pour cause. Je veux dire, quand ça, pour le coup, avec vis-à-vis du twist, c'est logique. Justement, moi je me suis fait la réflexion comme toi, comme sur le coup, je me suis dit, ouais, putain, mais comme d'ailleurs sur certains phrases et tout, mais bon, là pour le coup, je peux pas accuser le film. Je veux dire, les mecs, c'est le propre même, en fait, qu'elle soit nickel, qu'elle parle de cette façon. Tout ce qu'ils ont, j'ai l'impression, essayé de faire, c'est justement de distiller de manière subtile des indices où tu te dis, sauf que c'est pas subtil du tout, ils vont avec des gros sabots.
Non, mais c'est pas subtil, et surtout le truc, c'est que encore une fois, tu te retrouves donc avec une espèce de le plus gros moment con du film pour moi. Hein, c'est le moment en fait où elle traîne la nana avec sa corde là. En la tirant avec le cheval et qu'elle s'éclate la tête sur la statue du général Lee. Là, j'ai fait non, mais en fait, vous voulez pas être plus littéral, en fait, tu meurs, quoi. Mais, plus con, en fait. Mais le truc, voilà, c'est que immanquablement, avec un sujet comme ça, t'es obligé de faire le pas vers ce que ce film cherche, au fond, à provoquer. Les réalisateurs viennent pas de nulle part. C'est des gars qui ont fait un clip qui s'appelait 17, qui était plus ou moins une redescription de la journée d'un black victime de la violence raciste au quotidien. C'était suite à l'affaire Trayvon Martin qui a généré le mouvement Black Lives Matter. Donc là-dessus, ils sont bien à fond dans ce truc-là. Le personnage donc, qu'ils mettent en scène, là-dessus, on n'a pas de doute sur ce qu'elle représente politiquement parlant. Moi, le premier truc où vraiment j'ai bondi de mon siège, c'est qu'à un moment donné, la caméra prend soin de faire un travelling sur sa bibliothèque, et elle a un livre de Madeleine Albright qui s'appelle Fascisme, et qui est une des pires aberrations que je puisse voir dans une bibliothèque, puisque moi, je considère que Madeleine Albright est ce qui se rapproche le plus du fascisme moderne. Donc, je resitue, c'était l'ancienne secrétaire d'État de Bill Clinton qui s'occupait des bombardements du Kosovo et de laisser crever les gamins en Irak, quoi. Et qui a écrit donc un ouvrage pour mettre en garde sur le retour du fascisme dans la politique américaine. Donc ça, on est déjà dans l'hypocrisie la plus crasse, quoi, de quasi criminel de guerre en train de te faire des leçons sur ce que c'est que le fascisme. Ils n'ont pas trouvé d'autres bouquins pour mettre dans la bibliothèque de cette héroïne. Non, mais il est bien. Celui-là, tu ne peux pas passer à côté parce qu'en plus. Mais alors, moi, je vais te dire un truc grave, c'est que si ces mecs, ils étaient habités justement par ces convictions politiques, j'aurais aimé le sentir dans le film. C'est-à-dire que moi, des films de fachos, des films de mecs et tout, j'en ai vu, et le cinéphile déviant que je suis, il peut en apprécier des fois. Des films qui ont une vision politique extrêmement tendicieuse. C'est un film d'hypocrite, c'est pas la même chose. Même d'hypocrite. Mais le truc, c'est que c'est même pas habité, en fait, ça. Pourquoi ça ? C'est que j'ai même pas l'impression que les mecs, ce soit un truc qui leur... Moi, je ne le sens pas, en fait, en tout cas dans le film, qu'ils ont à cœur, si tu veux, de faire cette espèce de démonstration, de cette prise de position. J'aurais aimé, moi, qu'ils aient ça. J'aurais aimé que le film, il vive, quoi. Merde, au bout d'un moment, qu'il essaie de transposer quelque chose, quoi. Le personnage de Véronica... Je vois un film, je vois pas un tract politique. Interprété par Janelle Monáe, qui est une artiste musicale que j'ai adorée jusqu'à ce que, justement, elle devienne une espèce de tract politique. Il nous est montré en fait que c'est une femme très brillante sur les plateaux de télé, puisqu'on la voit donc sur un plateau de télé en train de défoncer avec ses arguments un pauvre gars qui comprend absolument pas ce qui vient de lui arriver. Et qui cherchait un peu aussi. Et qui l'a clairement cherché, voilà. Donc, sauf que des jeunes, parce qu'elle est très jolie, hein, Janelle Monáe, des jeunes blacks jolis qui, à la télévision américaine, défoncent par leur rhétorique assassine les vieux connards. Il n'y en a qu'une seule aux États-Unis qui est vraiment connue, c'est Candace Owens. Et Candace Owens, c'est l'antithèse de ce que ce film représente, puisque elle, ce qu'elle incarne aux États-Unis, c'est le refus d'instrumentaliser l'esclavage et d'instrumentaliser le malheur des Noirs en politique. Et où est le problème, Raph, en fait, je comprends pas où est le problème. Parce qu'ils se servent de ce type de figure qu'elle représente, Candace Owens, médiatiquement parlant, pour lui opposer le personnage fictif qu'ils ont créé. Candace Owens, une de ses phrases célèbres, c'est justement d'inviter les Noirs américains à quitter la plantation, c'est-à-dire à arrêter de systématiquement tomber dans le piège du discours culpabilisateur vis-à-vis de la population blanche américaine, qu'en fait leur problème actuel il n'est pas là, en fait il est dans une autre construction d'identité. Bon, bref, si ça vous intéresse, vous irez voir de quoi il en est. Je ne comprends pas où est le problème par rapport au film, par rapport à l'hypocrisie du film, en fait, au-delà de sa bêtise, par rapport à ce côté vicieux de se dire que finalement ce personnage nous dérange. Elle a été très mêlée, c'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là, à une campagne qui s'appelait Walk Away, donc qui en fait était tous les gens qui sur Twitter et sur YouTube, etc., disaient pourquoi j'arrête de voter démocrate. Et donc il y avait le hashtag Walk Away. Et dans ces gens, il y avait une
grosse majorité de Noirs américains, en fait, qui expliquaient que tout d'un coup, ils avaient réalisé que le Parti démocrate était le parti des esclavagistes de l'époque, et que c'était ces mêmes esclavagistes qui aujourd'hui leur interdisaient d'aller voter ailleurs, en fait, donc de sortir de la plantation. Donc, quoi qu'on pense de ça, c'est une nana de droite, hein, Candace Owens, il ne faut pas se cacher le visage. Le truc, c'est que ce film semble être une réponse, en fait, à cette problématique Sauf américaine. Que c'est un film qui est complètement inoffensif au final, vis-à-vis de tout ça. Parce que complètement con. Oui, parce que je pense, je pense sans réelle conviction. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, si ces mecs, ils avaient des convictions, qu'ils avaient une force, qu'ils avaient une envie, une pulsation pour prouver quelque chose, et qu'ils l'avaient investi dans leur film, ça aurait réveillé ce film. Ça lui aurait donné un peu de colère, un peu de sens, un peu de machin. Pour moi, parce qu'il n'y a pas de colère dans ce film. Encore une fois, c'est un film de pause et d'hypocrisie. Il n'y a pas un besoin. Oui, en fait, la blaxploitation dont Steph parlait tout à l'heure, c'est un mouvement colérique. La blaxploitation, c'est un mouvement de réaction violent et virulent et qui effectivement no holds barred. On y va à fond. Ce film-là, il est d'un faux cul total. Et d'un faux cul total à plus forte raison parce qu'il pose une problématique en fait qui pour moi en fait je pense justement pouvait s'inscrire dans un film de blaxploitation actuel, tu vois, on va dire. Qui est, et si c'était raconté dans le bon sens, on va dire, hein, parce que là, au final, t'as tellement envie de te barrer du film que tu veux même plus savoir, en fait, ce que ça raconte, quoi. Mais, en fait, l'idée que y ait des gens qui soient suffisamment, en fait, racistes pour recréer une plantation entière au milieu des États-Unis, se démerder, sous forme de parc d'attractions. Se démerder autour du truc et tout ça, etc., pour kidnapper des gens connus, tu vois, pour les mettre dans le truc, etc. Et ça, tu te dis, putain, mais un blaxploitation, en fait, ils seraient régalés, ils auraient fait un truc où ils auraient défoncé les mecs, si tu veux, de tout le truc, tu vois, et en fait, on serait dans un pur truc d'exploitation, pur jus, pur et dur, tu vois. Là, ils l'assument pas, parce que le fait d'appeler le mec sénateur, tu te dis, ah d'accord, donc en fait, le mec, il est placé dans la politique, t'as quelque chose à raconter là autour de ça, tu vois, mais non. C'est un mot, tu peux ne pas l'avoir entendu, tu peux pas l'avoir attrapé. Et c'est hyper problématique, je trouve. Et puis à la fin du film, alors il te montre des gens qui font la queue devant ce parc d'attractions. Donc manifestement, il y a un panneau, c'est quelque chose quand même ouvert au public. Mais le FBI débarque et va passer au peigne fin les lieux. Ça, on voit ça dans le générique de fin. Pas été jusque-là. Va interviewer les victimes. Donc manifestement, c'était quand même quelque chose qui était secret. Et tu te dis... Okay. Non, c'est pas cohérent. Il y a un manque de cohérence quelque part, même scénaristiquement parlant, quoi. Je voudrais dire quand même un truc, une note semi-positive en fait, qui sont de temps en temps, j'ai eu alors c'est très court et il y en a pas beaucoup, mais il y avait des trucs de mise en scène où je me disais il tente un truc, quoi. Il y a notamment un kidnapping par voiture avec un panneau qui suit une voiture qui s'éloigne et le panneau revient en fait sur la voiture. Il y a évidemment le plan séquence d'ouverture et tout. Alors ça vient peut-être des deux réals qui, j'ai l'impression, moi, se la racontent pas mal en fait au niveau de leur ambition de mise en scène et tout. J'ai envie de dire que ça vient surtout en fait du directeur de la photo. Il faut le signaler parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est intéressant, moi. Il s'appelle Pedro Luque. Et moi, je me rappelle, j'ai retenu son nom sur un film d'horreur qui s'appelait The Silent House. C'est un Uruguayen. The Silent House, c'était un film d'horreur qui était intégralement tourné. Il y a eu un remake d'ailleurs américain, qui était intégralement tourné en plan séquence, qui était un tout petit budget. C'était pas forcément un très grand film, mais tu vois, il y avait une vraie prouesse. Et surtout, en fait, Pedro Luque, il s'est fait remarquer en bossant avec Fede Alvarez. Il était sur le tournage de Evil Dead, mais il n'avait pas fait la photo. Mais surtout, il a fait la photo de Don't Breathe, qui est pour moi un film formidable, un film d'horreur là pour le coup, vraiment à voir, et un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu ces 10 dernières années, ouais, peut-être. Don't Breathe. Et Don't Breathe. Et Don't Breathe. Ouais. C'était pas français. Don't Breathe. Et la suite de Millennium, qui était beaucoup plus faible, mais qui était aussi un truc intéressant. Et je pense que ou alors lui, il les a poussés là-dedans, ou alors ils sont allés le chercher pour ça. Dans les deux cas, là, il y
y a un tout petit truc quand même à saluer dans ce film de crotte. Et donc voilà, j'en profite juste pour le caser parce que c'est un film, j'ai l'impression, qui a été un peu oublié, mais si vous voulez voir un vrai film d'horreur sur la question de l'esclavage et notamment sur la question des démons de l'esclavage, voilà, je vous invite à voir Beloved, de Jonathan Demme, le réalisateur du Silence des Agneaux, qui est un film vraiment flippant pour le coup. Complètement oublié. Complètement oublié. Et au début effectivement, au début de Antebellum, je me suis dit, il y a des mecs qui ont vu Beloved et qui se sont dit peut-être qu'il y a un truc à faire là-dessus et tout. Et encore un espoir déçu, le diable. Non, mais ceci étant dit, alors oui, effectivement, mais le truc, c'est que pour rejoindre aussi sur l'autre aspect arnaque dont on a un peu parlé, c'est le truc de ce film, pour moi, il a finalement rien à dire sur le sujet. Que ce soit le sujet thématique ou le sujet finalement horrifique, quoi. Et c'est là. C'est là où on revient sur le truc. Et si mine de rien, en fait, là où il y a une vraie malhonnêteté à l'accrocher justement à Get Out ou à Us, parce que quoi qu'on pense en fait en tout cas de Get Out, moi j'ai beaucoup plus de problèmes. Vraiment un propos derrière. Il y avait un propos qui était problématique, je trouve, par rapport à la structure de film d'horreur. Moi j'ai un gros problème avec la structure du film d'horreur de Get Out en fait, que je trouve complètement, la mythologie on va dire du truc est complètement absolument pas pensée pour moi en fait. Mais c'est surtout que ça abordait le sujet sous un autre angle, un angle dont personne ne parlait en fait à cette époque-là. Et je trouve ça d'autant plus malhonnête en fait de l'associer en fait à ce film-là en fait avec Antebellum où encore une fois, je veux dire, les types, on l'a dit, finalement, ils n'essayent pas, quoi. Ils n'essayent pas. C'est-à-dire, oui, ça parle de ça parce que ça parle de ça vis-à-vis des personnages. Ça n'apporte absolument rien à la situation, quoi. Clément, c'est ce qu'on peut dire que pour une fois, comme j'ai toujours beaucoup de mal avec ces mots, mon mot a gagné. Est-ce qu'on peut le dire ? Est-ce que tu peux le dire, s'il te plaît, Clément ? Il a besoin de te valider. Pas de gagnant, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Le pauvre, regardez. Oui, Julien, ton mot a gagné. Ton mot est le plus fort. C'était quoi déjà ? Non, rien. J'attends que tu conclues maintenant. Je crois qu'on a... tu peux dire merci. Merci beaucoup Clémence. Bon, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez donner sur le Tipeee de Capture Mag. Bon, pour conclure ce film, évidemment, on ne va pas le voir, sauf si vous y tenez vraiment. Dans ce cas-là, il est désormais dispo en Blu-ray et en DVD. C'est pour ça qu'on en parle. Beloved est disponible aussi. Voilà. À la place, revoyez plutôt Beloved ou éventuellement Get Out. Et puis, si malgré tout, vous avez envie de vous torturer en le regardant quand même, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot, une courte phrase. Vous n'êtes même pas obligé de la jouer critique de ciné sérieux, mais donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait des Nouveaux Mutants. Et là non plus, on n'avait pas été franchement emballés. Alors, est-ce que malgré nos critiques, vous l'avez regardé ? Alain, toi qui sais tout, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs ? Salut la team Capture, alors c'est Stéphane. Les Nouveaux Mutants, je l'ai pas vu parce que je suis au régime sans merde. Mais bravo les gars, quel courage, quelle abnégation. Allez, à plus tard. Du coup, j'ai regardé Les Nouveaux Mutants. Finalement, je suis un peu d'accord avec tout le monde, si ce n'est que je suis plus indulgent. Je me range plutôt du côté de Stéphane pour le coup. Je trouve que on décèle le film qui aurait pu être bon dans tout ça. Mais surtout, moi, ce qui m'a beaucoup plu, en fait, c'est que c'est des personnages, voilà. Concernant Les Nouveaux Mutants, on va faire court, c'est de la merde, voilà. Il n'y a rien qui fonctionne, l'aspect horrifique est nul, l'aspect fantastique est nul, il n'y a pas un frisson, il n'y a pas une larme, on s'en fout, voilà. Comme on disait dans La Cité de la Peur, c'est une merde. Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Rafik, Julien, Stéphane, merci pour vos avis éclairés. Merci Clément. Merci Clément. Il sait pas tout, Alain. Il ne sait pas tout. Non, il sait beaucoup de choses. Pour suivre les prochains épisodes, vous connaissez la chanson. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement les tipeurs et les tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, Tipeee avec 3 E, mot-clé Capture Mag. Imaginez avec 5 € par mois. Vous pouvez nous aider à rester indépendants, à garder notre liberté de ton et à continuer à casser à peu près tous les films qu'on voit. J'ai commencé à faire les comptes. C'est bien méchant, toi, quand même. Depuis le début de l'émission. Pas du tout.
il n'y en a pas beaucoup qu'on a encensé. Moi, j'ai aimé Manque. C'est vrai. Moi aussi, mais j'étais pas la merde, ça tombe mal. Zut alors. Et puis si jamais vous n'avez pas de sous, il y a d'autres moyens de nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra financer de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine et en attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.